Alors avant de télécharger du contenu, à savoir que la bibliothèque de Logic Pro peut prendre entre 80 Go et 90 Go, en fonction des mises à jour, ça peut relativement évoluer vite, je vous invite à vérifier simplement l'espace que vous avez sur votre disque dur. Alors pour pouvoir le faire, vous vous rendez dans le menu Pomme, Réglages Système, et dans Général, donc l'onglet principal qui va s'ouvrir au niveau de vos paramètres, vous avez Stockage. En cliquant sur Stockage, Apple va calculer, enfin en tout cas votre système macOS va calculer les différentes groupes d'informations qui se trouvent sur votre ordinateur. Donc par exemple vos documents, votre iCloud Drive, les messages, les photos. Et vous avez également la notion de données système, de système d'exploitation et de musique. Alors dans la création musicale, on va retrouver ce qui se trouve physiquement sur votre disque dur, les fameuses boucles Apple Loop et les bibliothèques d'instruments. Vous voyez qu'ici, sur mon ordinateur, je n'ai finalement que 9,1 Go de samples et 1,74 Go physiquement installés dans ma machine. Alors pourquoi? Parce que j'ai fait en sorte que ce soit, pour cette démo, les instruments que j'ai le plus besoin dans le cadre de l'enregistrement des vidéos. Mais vous pouvez remarquer que j'ai un external librairie qui, lui, va être beaucoup plus conséquent. Donc, si je me rends dans external librairie, qui est un support de stockage externe, et dans librairie, vous voyez ici que dans Application Support, j'ai ma bibliothèque Logic Pro qui prend déjà 87 Go. Alors évidemment, l'ordinateur sur lequel j'enregistre la vidéo ne dispose que de 250 Go, ce qui, avec mes fichiers, l'enregistrement des vidéos, mes logiciels, ne me permet plus de pouvoir stocker 87,06 Go. À ça s'ajoute évidemment l'ancienne librairie de Logic Pro et également ma bibliothèque de GarageBand, puisque GarageBand étant gratuit, il m'arrive de donner des formations, ce qui fait que bien pour l'ensemble de ces trois librairies, j'arrive à 162,84 Go. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous dis, avant de commencer à utiliser Logic Pro, réfléchissez à l'emplacement de votre bibliothèque. Apple est relativement gracieux à ce niveau-là. Il va vous offrir énormément de contenu, mais cela va consommer aussi beaucoup de place sur votre disque. Alors si jamais vous vous rendez compte que votre disque est anormalement saturé, bien une première chose serait de voir parmi les catégories de ce qui occupe l'espace de votre disque, ce qui peut être libéré ou effacé, le cas échéant. Mais vous pouvez aller également un peu plus loin parce que sur Apple, vous avez l'utilitaire de disque. Alors cet utilitaire de disque va vous permettre d'avoir une meilleure vue sur ce qui est réellement conservé sur votre disque, à savoir bien dans le volume Macintosh et sur l'emplacement data. Vous voyez qu'ici vous avez ce qui est disponible et ce qui est purgeable. Alors c'est une notion qui est souvent mal comprise. En fait, théoriquement, j'ai 20 Go d'espace disque disponible sur ma machine et je pourrais avoir 700 mégas, peut-être même 20 ou 30 ou 40 gigas d'espace purgeable. Apple a une façon un peu particulière de gérer son disque dur et donc en fait pour éviter de libérer systématiquement l'espace disque sur le SSD afin de préserver les opérations d'écriture et d'effacement, eh bien vous retrouvez dans l'espace purgeable des données qui ne sont plus nécessaires, que vous avez peut-être supprimées à un moment ou un autre, mais qui sont toujours théoriquement écrites physiquement sur le disque. Vous n'y avez plus accès puisque vous les avez effacées, mais elles sont toujours là. Et Apple va recycler cet espace en fonction des téléchargements plus ou moins conséquents et des copies d'informations que vous allez faire. Autre chose également que vous pouvez activer, ce sont les instantanés APFS, donc, qui va me permettre d'avoir juste ici en dessous un tableau supplémentaire. Alors les instantanés, c'est quoi? Votre Mac va faire des backups Time Machine qui peuvent parfois être stockés localement sur votre disque dur. Alors pour un disque de 245 Go, ici moi je fais mes backups en réseau et sur disque externe, donc c'est normal que vous ne voyez rien apparaître dans ce tableau-là. Mais si vous n'avez pas de disque externe ou que vous ne gérez pas vos sauvegardes Time Machine, je vous invite à voir dans la partie informatique la possibilité de les activer, mais il se peut qu'ils fassent des snapshots. Alors des snapshots, c'est quoi? Ce sont des instantanés, ce sont des images de votre disque dur à un instant T, ce qui va vous permettre, en cas de problème, de pouvoir rétrograder votre système sur ces snapshots. Autrement dit, ce sont des photos de votre disque dur avec des possibilités de revenir en arrière dans le temps.
Évidemment, bien, tous ces snapshots risquent de consommer de l'espace, ce qui va saturer à un moment ou un autre votre disque dur. Alors Apple gère ça de façon relativement propre. Il ne va pas saturer complètement votre disque dur, mais vous pourriez vous retrouver bloqué pendant l'installation d'un VST ou le téléchargement d'une mise à jour ou même le téléchargement d'un pack de son avec le système qui vous dit manque d'espace disponible. Il faut savoir que quand vous téléchargez un package de son, vous installez un nouveau VST, eh bien il y a non seulement la taille que prend le fichier d'installation, vous avez également une place qui est réservée pour la décompression des informations et une troisième étape qui est la recopie des informations dans votre ordinateur pour le garder de façon permanente. Donc ce qui fait que si vous installez par exemple un package qui fait 5 Go, bien il aura besoin d'au moins 15 Go pour son installation. 5 Go pour l'installeur, plus ou moins 5 ou 6 Go pour la décompression et re 5 Go derrière pour la copie dans votre disque dur. Ensuite, les données sont effacées, tout ce qui a été décompressé, et Apple vous proposera également, si vous le souhaitez, de supprimer l'installeur, ce qui va réduire évidemment la place occupée sur le disque. Mais pour l'installation, pareil, hein, pour tout ce qui est mis à jour, vous aurez besoin d'un espace toujours 2 à 3 fois plus grand que la taille réelle que vous avez besoin. Alors si vous avez cette taille qui est disponible et cet espace disponible sur le disque, à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à utiliser Logic Pro et à gérer les principaux réglages. Alors, les premiers réglages que vous pouvez faire se situent au niveau de l'onglet général et du comportement que vous souhaitez à l'ouverture de Logic Pro. Alors moi, par exemple, j'aime bien sélectionner un modèle parce que dans le cas des formations et des tutoriels, eh bien, ça me permet d'avoir au démarrage directement cette interface qui apparaît. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, je vais quitter Logic Pro et le réouvrir. Et donc, à l'ouverture, eh bien, il m'est demandé ce que je souhaite faire avec mon Logic Pro, soit de créer un projet vide, un live loop, voir les projets récents, créer une grid loop, ouvrir un projet de démo, ou alors partir d'un modèle de projet ou de mes propres modèles. Ce comportement, vous pouvez le modifier dans les réglages en disant, si vous ne souhaitez pas travailler avec vos modèles, vous pouvez automatiquement avoir la fenêtre de sélection d'un projet ou ouvrir carrément le projet le plus récent ou démarrer d'un projet vide ou d'un modèle particulier. Donc ce réglage vous permet d'être directement dans votre session de travail, soit en sélectionnant un modèle ou en ouvrant de façon automatique votre template ou votre dernier projet. À l'ouverture, bien pareil, c'est comme à la fermeture, vous avez la possibilité de gérer le comportement, vous avez une notion de sauvegarde automatique et je vous invite très largement à utiliser les sauvegardes automatiques qui ne sont pas des copies de votre projet, mais plutôt des points de restauration. C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez modifier votre projet, toutes les micro-sauvegardes, il ne va sauvegarder que le delta, c'est-à-dire la modification de ce que vous avez fait au niveau de votre projet. Ça vous permet de revenir en arrière si jamais vous avez supprimé une piste et que vous ne saviez plus laquelle, au moins vous allez pouvoir restaurer votre session. Donc évidemment, c'est un réglage qui est actif par défaut. Donc là aussi, ça occupe de la place sur le disque dur, mais c'est excessivement crucial. Je ne vais pas aller dans les autres onglets. Donc, ceux-ci sont les comportements que vous pouvez adapter au fur et à mesure de votre expérience avec Logic Pro. Si vous avez des problèmes de lecture, de visibilité ou d'audition, dans l'onglet accessibilité, vous allez pouvoir améliorer ou tout du moins agrandir certaines informations, gérer le défilement, voir les comportements à la lecture et à l'enregistrement. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas pour chacun d'entre vous. Par contre, une petite nouveauté de cette version Logic Pro, c'est la bibliothèque de son. Apple vous propose maintenant de pouvoir localiser et déplacer votre bibliothèque de son. Si vous vous rendez compte, par exemple, qu'à un moment ou un autre, votre bibliothèque commence à prendre beaucoup trop de place, vous allez pouvoir la relocaliser. Donc moi, par exemple, ici, je l'avais déplacée sur un disque externe. À l'époque, Apple ne proposait simplement que de la déplacer vers un support externe. Ici, maintenant, on va avoir la possibilité de dire je veux la mettre dans un dossier particulier ou un sous-dossier. Ou alors, je me suis retrouvé à court de place, je l'ai directement déplacé vers un disque externe, une clé USB temporairement. Maintenant, mon Logic Pro me demande de la réinstaller. Non, vous faites non. Et dans les réglages général bibliothèque, vous allez pouvoir localiser directement votre fichier. Donc ça, c'est relativement pratique. À l'époque, il y avait énormément de manipulations à faire pour ce genre de choses. Parfois, c'était infructueux et vous deviez tout retélécharger, ce qui peut prendre plusieurs heures au vu de la taille de la bibliothèque.
Dans l'icône audio, vous allez pouvoir choisir le comportement aussi de Logic Pro au démarrage. Alors soit en préfixant comme moi votre carte son, donc dans ce cas-ci pour l'ordinateur de démo qui est exclusivement réservé à ça, eh bien j'ai paramétré ma Volt 276 comme périphérique d'entrée et de sortie pour l'audio. Mais si jamais vous êtes mobile et qu'il vous arrive de pouvoir travailler sur votre lieu de travail ou d'aller dans un studio ou chez des amis ou d'autres musiciens pour travailler, eh bien vous pouvez dire que vous souhaitez utiliser les réglages système. Alors dans ce cas-là, si j'applique par exemple les réglages système par comportement par défaut sur Logic Pro, eh bien c'est en fonction de ce qui sera défini si je connecte par exemple une autre carte son dans les réglages système, dans mes périphériques d'entrée et de sortie au niveau de l'option son. Si je change quelque chose ici, je dis maintenant que j'ai une carte par exemple Apollo Twin de chez UAD, je sélectionne en entrée et en sortie cette carte, et bien Logic Pro prendra automatiquement les réglages qui se trouvent dans mon système. Je suis au travail, je souhaite simplement mixer mon projet, eh bien je souhaite utiliser mes AirPods ou un access point Wi-Fi ou mon Apple TV pour faire sortir la musique de mon projet, et bien automatiquement Logic Pro prendra les réglages que vous avez définis dans les réglages système. À noter que si vous êtes détenteur d'un Mac un peu plus récent, vous avez également dans le Control Center la possibilité de choisir directement une autre carte son. Donc vous voyez ici, je peux envoyer du son vers un MacBook Pro, mon Apple TV, donc j'ai les mêmes options qui me sont proposées que dans les réglages système. Et bien en fonction de ce que je vais modifier, Logic Pro prendra ça en compte pour, au démarrage du projet, booster le son vers les entrées et sorties définies par le système. Alors ça peut parfois paraître inutile ou secondaire, mais c'est très intéressant quand on est mobile comme moi, et on n'est pas toujours de façon statique sur la même carte son, on n'est pas toujours sur le même contrôleur. Le fait de pouvoir dire, eh bien Logic lit dans les réglages système pour s'adapter en termes d'entrée et de sortie, c'est quand même relativement pratique. Dans l'onglet Général, eh bien, vous allez pouvoir régler tout un tas de petites choses, comme par exemple les automations d'échantillons, la façon dont les automations vont être prises en compte, si vous souhaitez activer le monitoring logiciel ou pas. Alors dans certains cas, c'est intéressant de le désactiver. Si vous avez une carte, par exemple, audio zéro latence, et que vous préférez pouvoir enregistrer, entendre directement le son de votre carte, plutôt que ce que Logic Pro vous renvoie dans la carte son, eh bien, en désactivant le monitoring logiciel, vous avez le son direct de votre carte son, ce qui est très pratique si vous utilisez des plugins gourmands. Vous allez vous rendre compte que quand vous chantez ou vous enregistrez de l'audio, eh bien, le temps que met l'audio entre votre micro, votre carte son, Logic Pro, les différents effets pour revenir dans votre casque, eh bien, ce décalage, cette latence peut être vraiment dérangeante. Le monitoring logiciel désactivé vous permet de dire, eh bien, c'est le son de ma carte son que j'entends. Alors évidemment, c'est intéressant si vous avez une carte à faible latence ou zéro latence. Dans le cas contraire, vous ne gagnerez pas grand-chose. Je passe sur les autres onglets. Là aussi, c'est de la personnalisation que vous allez pouvoir faire au fur et à mesure de votre utilisation. Vous avez dans l'onglet enregistrement les types de fichiers qui vont être générés derrière. Donc je vous conseille dans un premier temps de laisser cette résolution telle qu'elle. En bougeant la résolution, vous risquez d'obtenir des craquements, vous risquez d'entendre des fichiers qui sont déformés parce que les fichiers que vous allez enregistrer ne correspondent peut-être pas aux paramètres de votre projet, au taux de Hertz, à la résolution audio, au type de fichiers qui ne sont peut-être pas compatibles. Donc dans un premier temps, ne bougez pas à ces réglages d'enregistrement. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les envoyer. Je vous répondrai d'un point de vue beaucoup plus technique et surtout personnalisé. Le bouton MIDI va vous permettre de synchroniser vos différents périphériques ou simplement dire bien quels sont les outils que vous souhaitez utiliser en MIDI dans Logic Pro. Donc comme vous voyez ici, j'ai ma carte son qui est reprise, mais j'ai aussi mon Keyboard Essential 49 de chez Arturia et j'ai également ma machine micro. Bien, si vous ne souhaitez pas que quand vous tapez sur un contrôleur, le son soit enregistré en MIDI dans votre logiciel, vous pouvez désactiver ou activer si jamais vous souhaitez l'utiliser. Vous avez également des réglages au niveau de l'édition des partitions. Donc on verra ça dans la partie MIDI lorsqu'on va éditer du MIDI et afficher et modifier les partitions. Donc on viendra très certainement rebouger à certains petits réglages dedans.
La partie film, vous permet d'importer un film directement dans un projet. Si vous souhaitez faire du son à l'image, c'est possible. Vous pouvez glisser une vidéo dans Logic Pro, détacher la piste audio, traiter cette piste audio séparément dans Logic Pro, voire la modifier et réarranger par-dessus. En fait, ceci vous permet d'ajuster la façon dont votre film, votre vidéo va être traité dans Logic Pro, s'afficher et bouger en fonction du déplacement dans votre projet. Les automations, il y a un chapitre qui sera consacré à ça, donc ça va vous permettre en fait de pouvoir enregistrer en MIDI des automations, donc par exemple bouger la panoramique, le volume à certains moments de votre morceau, mettre en solo ou en mute des pistes qui sont peut-être redondantes et vous en avez besoin, donc vous souhaitez simplement les muter ou les démuter à certains moments dans votre projet. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez toujours piloter le comportement général de Logic Pro par rapport à ça. Les surfaces de contrôle, ce sont, là aussi, on va retrouver les contrôleurs MIDI, mais en fait, d'un point de vue logiciel. Donc, c'est-à-dire qu'ici, l'Arturia n'est pas vu comme un clavier qui va permettre de jouer des notes, mais plutôt de piloter Logic Pro. Donc, dans les assignations de contrôleurs qu'on peut faire, et là aussi, il y a une vidéo qui sera présentée de façon spécifique là-dessus, vous pouvez utiliser un clavier MIDI pour enregistrer des notes, bien évidemment, mais aussi pour pouvoir piloter les pistes, les volumes, les panoramiques, pour pouvoir faire play, pause, enregistrer, etc. C'est dans les surfaces de contrôle que vous allez pouvoir régler le comportement de ces claviers. Si jamais un clavier ne réagit pas comme il se doit, si vous tapez des notes et que ça ne s'enregistre pas, si vous bougez un potard et qu'il n'y a pas de réaction dans Logic Pro, c'est certainement que dans la surface de contrôle, vous avez quelque chose qui est désactivé. Donc voici le panneau qui est affiché, mon Keyboard Essential est ici, et donc toute cette partie-ci permet à la fois de piloter les instruments virtuels Arturia, mais aussi de pouvoir piloter le comportement de Logic Pro. Donc c'est un choix que vous faites au niveau de votre clavier. Il peut servir évidemment de table de mixage dans ce cas-ci. Au niveau de la présentation, il y a quelques petites choses qui ont évolué dans les dernières mises à jour. Il se peut que sur des versions plus anciennes, vous n'ayez pas tous les réglages que j'ai. Alors dans ce cas-là, je vous mets une capture d'écran. Je vous invite à activer les réglages avancés, ce qui va vous permettre de pouvoir gérer beaucoup plus de choses au niveau de la présentation de Logic Pro. La dernière icône, c'est simplement mettre votre nom d'artiste, votre album et la playlist. Alors ce sont des informations qui seront injectées dans les métadatas des fichiers que vous allez exporter. Donc votre projet, vous l'exportez en audio, en MP3, que sais-je. Et ces informations-là sont incorporé dans les données du fichier, ce qui fait que si vous mettez votre morceau, par exemple, dans un logiciel comme Serato, Traktor pour le mixage ou dans simplement Apple Music, Spotify, votre nom de compositeur, d'artiste, d'album, la playlist dans laquelle vous composez et vous insérez vos morceaux, sera automatiquement lu et récupéré. Voilà, pour ce qui est des réglages, à la fois système et à la fois macOS, nous en avons fait le tour. Évidemment, on y reviendra par chapitre pour des choses bien plus spécifiques. En ce qui concerne le MIDI, il y aura plusieurs vidéos qui seront consacrées à ça. L'écriture du MIDI, l'édition, l'utilisation des claviers, l'utilisation d'un clavier pour enregistrer de la musique, pour enregistrer des notes, mais aussi pour piloter Ableton. Voilà, pour la partie interface, nous en avons terminé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans chaque vidéo et sur les pages si vous souhaitez plus de détails. Alors, réenregistrer les vidéos sera compliqué, mais je pourrai toujours documenter des choses sous les vidéos si vous le souhaitez. Pour la partie B de ce chapitre, on verra en détail l'utilisation des pistes d'un point de vue de l'écriture et on fera un petit morceau ensemble dans les 7 vidéos qui suivront, à savoir l'utilisation des pistes d'entête, l'écriture des accords en MIDI, l'utilisation de l'IA pour booster votre créativité avec les drums, les basses et les basses, le traitement de l'audio avec l'édition d'une piste, la séparation en stems, la conversion de l'audio vers le MIDI pour pouvoir changer l'aspect d'une track et enfin une utilisation plus poussée des motifs et des séquenceurs parce qu'on peut les utiliser pour d'autres choses que simplement créer des percussions. On peut utiliser les séquenceurs pour des synthétiseurs, des groupes d'accords ou ce genre de choses. Je vous donne rendez-vous dans la partie B de cette formation pour une utilisation détaillée des pistes et je vous dis bonne chance à tous et surtout bon courage. À très bientôt, au revoir.